Avant que votre programme ne commence, nous avons besoin de vous. Waouh! Vous avez vécu une expérience forte, unique ou même extraordinaire. Vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie et vous souhaitez en témoigner. Alors, n'hésitez pas. Scannez le QR code à l'écran ou écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche. Nous avons hâte de lire votre témoignage et qu'il puisse bénir et encourager tous ceux qui nous regardent. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes de Lumière, l'émission où vous êtes au cœur de l'échange. Toujours accompagnée de Noémie. Hello, Ça va? ça va et toi? Ça va. Bien habillée, hein? Bien habillée pour ce jour de rentrée. Exactement. Alors Noémie, aujourd'hui nous avons un nouveau témoignage, c'est le témoignage d'Élodie. Es-tu prête à écouter son témoignage? Toujours prête à écouter les témoignages. Super. Alors on se retrouve tout de suite après la rubrique Instant témoignage. En 2024, plus de 611 000 élèves ont été victimes de harcèlement scolaire en France. Il touche 5% des écoliers, 6% des collégiens et 4% des lycéens. Les conséquences sont graves. 58% des victimes perdent confiance en elles, 57% rencontrent des difficultés scolaires et 29% ont pensé au suicide. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, n'attendez pas. Agissez. Bonjour, je m'appelle Élodie, j'ai 25 ans, et si je vous partage mon histoire aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu les deux faces d'un même combat, le harcèlement, pas en tant que victime, mais en tant que harceleuse. Petite, j'avais un caractère fort, très affirmé. J'étais une fille qu'on décrivait comme persuasive, mais aussi colérique et influençable par de ce que je voyais à la télé. J'avais soif de reconnaissance et de contrôle. Je regardais beaucoup la télé-réalité, les émissions où ça crie, ça se dispute, ça se provoque. Et sans le savoir, je me nourrissais de ça. Ces comportements sont devenus mes repères. Au collège, j'étais dans un groupe de 3 filles. Sans l'avoir dit clairement, j'en étais un peu le centre. Les autres me suivaient dans mes décisions. Un jour, après une dispute avec l'une d'entre elles, j'ai décidé de couper les ponts avec elle. Et mes amis ont toutes suivi. J'ai commencé à la harceler, des messages blessants, des moqueries, des photos humiliantes, des remarques sur son apparence. Et un jour, j'ai même dégradé son sac, volontairement, avant de lui rendre. Ce jour-là, mes 4 amies étaient là, elles m'ont regardé faire. Aucune n'a dit un mot, elles ne m'ont pas encouragée, non. Mais leur silence m'a suffi. Et au fond de moi, même en pleine faute, je me suis demandé pourquoi personne ne m'arrêtait. Pourquoi ces amis n'osaient pas me dire tu vas trop loin. J'étais entourée, mais seule, seule face à mes mauvais choix, seule à porter la honte de mes actes. Et surtout, seule à me demander qui osera un jour me dire la vérité. 2 ans plus tard, en classe de troisième, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée voir cette fille et je lui ai demandé pardon. Sincèrement, avec tout mon cœur. Ce jour-là, j'ai aussi demandé dans une prière, bien que je ne sois pas encore chrétienne. Seigneur, donne-moi des amis qui auront le courage de me corriger. Donne-moi des personnes vraies, des gens qui ne me regarderont pas détruire les autres en silence. Aujourd'hui, j'ai grandi et je ne suis plus du tout cette fille. Au contraire, je me lève contre le harcèlement. Je parle, je sensibilise, parce que je sais à quel point le silence de l'entourage peut détruire. À toi qui entends mon histoire, ne sois pas complice par ton silence. Aies-tu le courage d'être un vrai ami, même si ça dérange? Si tu as déjà fait du mal, sache qu'on peut changer, car la honte ne sauve personne, mais la vérité accompagnée de repentance peut tout transformer. Quel puissant témoignage. C'est un témoignage du coup qui parle beaucoup, du coup en cette période de rentrée, où vous allez certainement repartir à l'école, repartir au travail et le harcèlement, c'est quelque chose auquel on peut tous être confrontés, que ce soit du côté de la victime ou du harceleur.
Donc, c'est vraiment un beau témoignage. Comme tu as dit, Noémie, dans toutes les écoles, que ce soit primaire, collège, lycée, c'est un thème où c'est très, très abordé, du coup, le harcèlement. Donc, on a la chance d'avoir ce témoignage qui sera édifiant, sûrement. Donc, Noémie, on va commencer par, comme d'habitude, définir les termes. Donc, est-ce que tu peux me définir le terme harcèlement? C'est quoi l'harcèlement? Mais du coup, chez les jeunes d'aujourd'hui, et comment ça se manifeste? Alors, le harcèlement, donc, ça va vraiment être une définition qui est assez globale, hein. Alors aujourd'hui, le harcèlement se définit comme une violence répétée, qu'elle soit verbale, physique, psychologique ou numérique, qui vise à affaiblir ou à détruire autrui, donc quelqu'un d'autre. Il exerce, pardon, souvent dans un déséquilibre de pouvoir où la victime se sent piégée et impuissante. Donc pour la faire simple et traduire en vite fait, l'harcèlement, c'est vraiment rapport de force. C'est rapport de force entre un oppresseur et un opprimé pour le coup. Et du coup, ça touche un peu toutes les sphères. Il y a différents types d'harcèlement qu'on verra du coup plus tard, mais que ça soit au travail, hem, au, à l'école, et cetera, on peut tous être confrontés, à du harcèlement. Mmh. Et du coup, sous quelle forme concrètement, le harcèlement peut se manifester? Alors, sous quelle forme l'harcèlement peut se manifester? Mmh. Déjà, pour rappeler, même si je pense qu'on le sait tous déjà, j'aimerais définir qu'est-ce qu'un harceleur et qu'est-ce qu'un harcelé. Alors, les définitions par rapport à l'harceleur, donc l'harceleur, c'est une personne qui exerce de façon répétée une pression ou une violence sur autrui pour affirmer une force de pouvoir, de combler un vide intérieur ou de détourner son propre mal. L'harcelé maintenant, c'est une personne ciblée et fragilisée par des agressions qui sont répétées, d'où du coup le mot harcèlement, pouvant conduire à une souffrance psychologique, à l'isolement et parfois aux comportements qui sont extrêmes, suicide, colère, et cetera. Et encore, même de la colère, elles vont pas forcément le manifester parce qu'elles ont peur de l'oppresseur. OK. Et comme tu disais, je reviens sur le témoignage, d'Élodie qui, du coup, elle, faisait part que, de base, c'était une enfant très colérique, donc Mmh. très colérique et elle avait l'habitude, elle disait clairement qu'elle regardait tout le temps des téléréalités. Donc des émissions où elle a précisé que dans les émissions, ça criait, ça se disputait et cetera et ce que l'on remarque, c'est qu'elle s'identifiait à ces émissions-là parce qu'elle adorait et du coup, Mmh. pour elle, elle s'identifiait donc pour elle, c'était tout à fait normal de regarder ce type d'émissions et du coup, j'aimerais te poser la question, est-ce que, comme elle a précisé qu'elle se nourrissait C'est le thème, c'est le thème. Ah, excusez-moi. Donc, comme elle a dit, elle se nourrissait de ces émissions-là pour, du coup, avoir cette personnalité-là aussi. Donc, à travers, du coup, quel type, que ce soit la télé, les émissions, quel type de moyens, on va dire, les enfants ou même, on va dire, même les adultes, s'identifient et ça peut amener des comportements, on va dire, qui, sont contradictoires à nos valeurs, on va dire. En fait, il y a plusieurs formes de harcèlement, comme je l'ai dit. Il y a de l'harcèlement du coup qui est scolaire, de l'harcèlement qui va être en ligne, donc le cyberharcèlement. Il y a de l'harcèlement qui est sexuel, il y a de l'harcèlement qui est moral et il y a de l'harcèlement qui est physique. Au-delà de ces harcèlements, l'harcèlement vient de quelque part. Comme tu l'as dit, le cas d'Élodie, c'est quelqu'un qui se nourrissait des réseaux sociaux, de la télé-réalité. On a peut-être tous un peu regardé la télé-réalité quand on était jeune. Je ne sais pas, je sais pas vous, mais moi, perso, j'ai regardé la télé-réalité quand j'étais jeune. Euh, Par rapport à ça, c'est en fait vraiment le fait de se nourrir. Quand on est jeune, Élodie, elle était voilà, au collège quand elle a fait son témoignage. Le collège, c'est une période où déjà on apprend à se connaître. On apprend à se connaître et tout ce qu'on va écouter va, entre guillemets, bâtir notre identité. C'est pour ça que vous avez des crises d'adolescence, les adolescents ils deviennent un peu rebelles du jour au lendemain, parce qu'en fait, ils sont en pleine recherche d'eux-mêmes. Et le fait, pendant cette période-là, d'être confrontés, d'être exposés à de la télé-réalité, à des musiques, et on va en parler après, profanes, à des choses en fait qui vont contribuer à ternir notre identité, ça fait que ça va pousser à l'harcèlement. Comme on voit et comme dans les télé-réalités de manière générale, le but pour que ça fasse des vues, pour que ça fasse du buzz, c'est que ça crie. Donc, quand tu es confronté 24 heures sur 24
entre guillemets, à ça, ben, tu es obligé après de reproduire ce que tu vois parce que du coup, comme, le thème de cette émission, c'est la foi vient de ce qu'on entend et au final, à quoi t'exposes-tu? C'est ça la véritable, question. Exactement et je vais revenir sur le témoignage d'Élodie qui disait que, en fait, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle avait son groupe d'amis et que, beh, elle, comme j'ai dit, elle se nourrissait, elle s'identifiait à ces émissions de télé, donc pour elle, c'était tout à fait normal d'avoir ce type de comportement, de crier et c'est ce qu'elle faisait subir du coup à cette fille, à ses amis et cetera. Donc à travers ça, on a enfin, si on creuse au fond, on voit qu'elle a aussi une petite problématique où elle a des petits soucis du coup. Bon, on dit qu'elle est colérique et cetera. Donc, penses-tu que, on va dire, même les harceleurs ont clairement qu'elle le disait, qu'elle ne faisait pas elle ne faisait pas ça, heu, pour, on va dire, vraiment harceler, mais qu'elle ne savait pas comment elle le enfin, elle savait pas ce qu'elle faisait. Elle savait pas qui elle était en pleine recherche, on va Voilà, dire, exactement, elle se cherchait. d'elle-même. Parce C'est que ça. même dans son témoignage, elle parle qu'en fait, limite, elle était consciente, on va dire, Mmh, un peu de ce qu'elle faisait, mmh. mais ses amis, ben en fait, lui disaient rien et c'était C'est ça, au ça. final, la véritable Mmh, mmh, problématique et par rapport à ça, c'est vrai qu'on va beaucoup parler de la victime, ce qui est totalement légitime, hein et encore une fois, en cas d'harcèlement, voilà, il faut écouter les victimes, il faut croire les victimes et on a tendance parfois à, minimiser l'harceleur dans le sens où on ne fait pas une étude pour comprendre son comportement. Ça ne veut pas dire qu'on le justifie, mais peut-être essayer de comprendre le comportement qui a poussé au final à de l'harcèlement. mmh. Par rapport à Élodie, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça vient forcément de quelque part. Comme on a dit, c'était la télé-réalité, et cetera et elle avait ce besoin de se chercher et peut-être qu'il y avait aussi un besoin de qui va m'arrêter peut-être? Mmh. Parce que comme elle a dit, ses amies-là, elles étaient là, enfin, elles voyaient un peu ce qu'elle faisait, mais Elle se personne ne sentait lui disait ça, elle rien. se sentait seule. Elle Ouais, était en voilà, plus entourée et elle se sentait seule. c'est ça et en fait, on peut être entouré et se sentir seul parce que pendant cette période-là de l'adolescence, on a un vide à combler et c'est important du coup, si je reprends, mes notes, comme j'ai dit donc les contenus qu'on regarde vont avoir un impact sur nous. Il y a, un phénomène qu'on va appeler, la neuroplasticité. Donc c'est la capacité du cerveau à se modifier et à se reconfigurer en réponse aux expériences, aux apprentissages et aux stimulations extérieures. En d'autres termes, tout ce que l'on reçoit de manière extérieure et assez fréquemment, ben en fait, ça va impacter sur notre cerveau. Plus on est exposé à certaines images, paroles, musique, plus le cerveau crée des connexions neuronales autour de ces contenus. Ça veut dire que si on s'expose à quelque chose de manière très régulière, le cerveau, dans nos neurones, en fait, ils vont faire des connexions. Et ça fait que ça devient limite comme un lien. On a ce besoin-là d'alimenter quelque chose, etc. Et on se dit, mais de base, c'est juste de la télé-réalité. Il y a Mmh, des personnes qui ont regardé la télé-réalité et qui n'ont pas été confrontées à de l'harcèlement. mmh. Mais par rapport à son cas à elle, il y avait peut-être aussi un besoin qui était intérieur, qui a été comblé par la télé-réalité. Et en amont, ben, enfin, au fur et à mesure du temps, ça a créé, ce que ça a créé de l'harcèlement. Exactement et du coup, Élodie, elle se projetait dans les émissions, elle regardait du coup la télé-réalité et je pense que, les parents ne disaient rien parce qu'elle avait l'autorisation si c'était quotidien donc hem comment penses-tu que les parents devraient enfin, du coup, réagir par ça? Du coup, par exemple, ce type de témoignage où on comprend que, même la télé-réalité, c'est pas adapté, du coup, aux enfants parce que, du coup, ils s'identifient, ils peuvent avoir certains comportements. Donc, comment les parents pourraient, on va dire, mettre des signaux, réagir face à ce type de situation pour leurs enfants? Alors, premièrement, ça va être l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. En tant que chrétien et en tant que, du coup, parent chrétien, on est là pour apporter des valeurs chrétiennes. On n'est pas là pour imposer notre foi à notre enfant, et cetera. Par contre, on est là pour lui inculquer des valeurs chrétiennes, qui sont l'amour, le partage, la bienveillance, et cetera. Toutes ces bonnes valeurs-là chrétiennes. Maintenant, l'enfant, à la fin de la journée, il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre d'accepter, l'éducation qu'on lui donne ou, au final, dehors, il a une autre éducation qui lui est donnée, il va plutôt suivre l'éducation de dehors. Maintenant, ce qui est important, c'est que, Élodie, quand elle était petite, du coup, ses parents peut-être discutaient avec elle et cetera. Enfin, du coup, on n'a pas forcément de base par rapport à ça. Mais ce qui est important en tant que parent, en fait, c'est créer de la communication. De demander comment ça se passe à l'école, comment,
comment Elodie elle est, comment elle se sent, et cetera. Qu'est-ce qu'elle fait pas, et cetera. Avoir un peu ses retours pour savoir comment elle se sent. Et au-delà, là, c'est par la partie, on va dire, de l'école, mais au-delà de ça, ce qui serait aussi intéressant, c'est de s'évaluer en tant que parent. Parce que parfois, des enfants harceleurs, c'est Mmh. juste les reflets des parents, en fait. Mmh. On se rend pas compte qu'en tant que parents, on est des modèles pour nos enfants. C'est vrai. Et en fait, les enfants sont le premier modèle que nos enfants vont voir quand ils vont grandir et évoluer, c'est leurs parents. Et si les parents, ou à la moindre dispute, ils crient, les enfants vont crier. Si les parents, à la moindre dispute, ils tapent à l'école, les enfants vont taper. Et généralement, alors c'est pas tout le temps comme ça, hein, mais généralement, le comportement de l'enfant influe, enfin, le comportement pardon, du parent influe beaucoup sur l'enfant. Donc, c'est important de s'évaluer en tant que parent et de se dire, en tant que chrétien, on a notre foi en Christ. La parole nous demande de suivre telle et telle valeur. On a ces valeurs-là en Christ. Si moi, j'évalue mon comportement, est-ce que est-ce que je suis quelqu'un qui est un bon modèle? Est-ce que je suis un bon modèle pour mon enfant? Parce que on ne peut pas reprocher à un enfant de faire ce que les parents font. Donc c'est important en fait d'être un bon modèle en tant que parent. Donc si je devais, donner des pistes en tant que parent pour, remarquer ces signaux, être alarmé par des signaux, c'est être présent, poser des questions régulièrement ouvertes, créer un espace de communication sans jugement. Mmh. C'est très important pour que l'enfant puisse, se sentir à l'aise pardon, pour, discuter. C'est d'enseigner les valeurs de Christ, comme je l'ai dit. C'est de se montrer en tant qu'exemple, donc de faire des introspections en soi-même et de se dire, «Est-ce que moi, en tant que parent, est-ce que je suis bien pour mon enfant? Est-ce que je suis le modèle que mon enfant a envie de reproduire?» C'est aussi important de se poser les bonnes questions. Prier avec ses enfants. Parfois, on se dit: «C'est des enfants, prier, c'est pas très» voilà, les parents, voilà, on connaît un peu, ils sont un peu, voilà, en flemme de prier avec les enfants, mais c'est très important. Ça permet à ce qu'ils puissent spirituellement aussi être encadrés. Parce que oui, il y a la partie physique, psychologique, et cetera, mais il y a aussi la partie spirituelle et aussi observer les signaux, donc changement d'humeur, isolement, chute de résultats, agressivité. Si l'enfant de base n'est pas quelqu'un d'agressif et que du jour au lendemain, il devient agressif, on va essayer d'étudier les comportements. Pourquoi l'enfant est comme ça? Donc Non, c'est vrai, et tu as tout à fait raison avec ce que tu dis, parce que je le vis, au quotidien, parce que du coup, je suis animatrice, périscolaire et c'est vraiment réel parce que, il y a certains enfants, on va dire comme tu l'as dit, en fait, ces propos-là, c'est des enfants, on va pas faire ce type de choses avec eux alors que non, franchement, même, du coup, je travaille avec les publics, 3-5 ans et 6-12 ans. Franchement, il y en a, ils sont très, très, on va dire, matures même pour leur âge. Ils ont 5 ans, 6 ans, ils vont te poser des questions. Il y en a même, ils vont sensibiliser en disant, «Mes parents, ils font pas ça, mais moi, j'aimerais faire ça comme projet à l'école» et cetera et nous, on est animateurs et on est face à ça, on se dit: «Waouh!» quoi, franchement, donc cette génération, il faut vraiment, du coup, que ce soit même les enfants, les parler. Il faut pas dire que c'est ils sont tout petits et cetera. C'est dès le bas âge, même 3 ans, 5 ans et cetera, parce que dans tout âge, on apprend beaucoup. Les enfants, en fait, ils voient du coup comme même les adultes en général, que ce soit les parents, les animateurs, ils nous regardent et ils sont attentifs à tout ce qu'on Mmh, fait. Ils nous exactement. posent énormément de questions. Faut pas négliger, faut répondre, faut pas se dire que c'est des enfants, ils vont pas comprendre, pas du tout. À C'est ça. l'école, on le voit, franchement, à l'école, on le voit. Donc je voulais revenir sur ça et concernant du coup, Élodie, à la fin, elle fait comprendre que du coup, elle s'est repentie. C'est quelque chose qui, du coup, qui a pris du temps, mais elle s'est repentie de ça. Même, voilà, elle s'est pardonnée de toutes ces erreurs qu'elle a pu faire dans le passé et cetera et du coup, heu, penses-tu que, lorsqu'on a eu ce type, on va dire, de passé comme, Élodie, on doit juste, même se pardonner que nous-mêmes ou juste devant Dieu ou c'est un processus pour, qu'il y a vraiment, un pardon parce que du coup, il y a eu, du coup, beaucoup d'épreuves, les personnes qui ont été blessées, qui ont été touchées. Donc, comment ça doit se faire cette transition de pardon? OK. Hem, alors moi, j'estime que quand on fait du tort à quelqu'un, bien qu'on soit chrétien, il y a il y a 3 étapes du pardon. Il y a le pardon de soi, il y a le pardon à Dieu Mmh. et il y a le pardon à la personne qu'on a offensée. OK. La troisième étape, on a souvent tendance à l'oublier parce qu'on se dit: «Bon, tant que j'ai demandé pardon à Dieu, ça efface». Alors qu'il y a une personne derrière qui a été blessée. Il y a une personne derrière qui peut-être, psychologiquement, a du mal à s'en remettre. Et le fait de, seulement dire: «Je demande pardon à Dieu» et ne pas demander pardon à l'autre, pourquoi en fait tu vas demander pardon à Dieu? Mmh. Ouais.
tu vois? Ouais. Pourquoi tu vas demander véritablement pardon à Dieu, sachant que tu sais que l'être humain que tu as véritablement offensé, lui aussi est offensé? Mmh. En fait, Dieu, il se sent même, si je peux dire ça comme ça, en paix, si je peux dire ça comme ça, hein, parce que la personne, en fait, elle a été en fait, on lui a demandé pardon. Mmh. On lui a dit: «Voilà, toi, tu as fait une erreur et cetera». C'est pas juste tu vas demander pardon à Dieu et cetera. Non, il y a une personne derrière qui souffre. C'est-à-dire que tu vas faire ta vie en t'ayant pardonné toi-même, en ayant demandé pardon à Dieu, en oubliant la personne qui, a souffert, que tu as Ah blessé. oppressé. Ouais. C'est pas normal. Donc en tant que chrétien, il faut vraiment comprendre qu'il y a ces 3 étapes-là dans le pardon. Le fait de se pardonner soi, de se pardonner à Dieu et aussi, en fait, de demander pardon à la personne qu'on a opprimée parce qu'en fait, elle en a besoin. En tout cas, merci. Franchement, ces échanges ont été vraiment, franchement, des échanges très importants. On a abordé beaucoup de sujets, mais je trouve que ça a été vraiment concret avec, du coup, le témoignage d'Elodie qui est vraiment enrichissant et encore merci à Elodie, beh, qu'on a pu aborder ce sujet-là sur le harcèlement, mais pas que, on va dire, la personne, la victime, mais comme on a dit, aussi sur en profondeur, qu'est-ce que, beh, du coup, même le harceleur peut vivre au quotidien ou même à l'intérieur. Donc, franchement, c'était intéressant et est-ce que, du coup, Noémie, on peut prier pour, beh, du coup, ces personnes-là, beh, qui peuvent s'identifier à ce témoignage-là comme Elodie qui se disent: «Ah ben je me sens concernée comme Elodie, j'ai vécu la même chose». Donc beh, ces personnes-là qui ont besoin de prière, ces personnes aussi qui ont vécu, beh, du coup, l'harcèlement, quand ils étaient enfants ou qui le vivent encore actuellement, on va prier pour vous et si tu veux rajouter quelque chose en particulier? Moi, j'aimerais dire à ceux qui ont vécu l'harcèlement que le Seigneur peut vous restaurer. C'est-à-dire que, et c'est très fort, hein, vous avez vécu des choses horribles pour lesquelles peut-être ça va même prendre des années à cicatriser tous les blessures que vous avez pu recevoir. Et j'aimerais même préciser, avant même de prier, que généralement, l'harceleur, du coup, on parlait des phénomènes qui amènent à l'harcèlement, Ouais. c'est que généralement, même l'harceleur est blessé dans l'âme. Ah Est oui. blessé dans l'âme. Parce que il y a cette phrase un peu qui dit que les opprimés de hier deviendront les oppresseurs de demain. Mmh. Ceux à qui on a fait mal hier, en fait, vont faire du mal le lendemain. Pas forcément, pas tout le temps, hein, mais généralement, les personnes qui ont été blessées vont finir par blesser parce que ça n'a pas été traité. D'où l'importance, en tant que, harceleur, là, pour le coup, de vous n'êtes pas forcément harceleur, mais il y a des choses dans la vie qui vous ont blessé et cetera. Traitez-le. Enfin, traitez la chose. Parce que demain, vous pouvez, sans vous rendre compte, hein, devenir une personne qui va blesser les autres. Parce que vous, déjà, vous avez été blessé et vous n'avez pas, en fait, réglé le problème et cette blessure de l'âme. Donc, on va prier pour les harceler, que vraiment vous puissiez trouver, la restauration de votre être, de votre, personne. On va prier aussi pour les harceleurs, on va prier pour la santé mentale des enfants, on va prier pour le cœur des enfants et on va aussi prier pour les parents parce que c'est aussi très C'est compliqué, ce que j'allais dire, ouais, les de, parents, ouais. gérer en fait, Ouais, de gérer en fait un enfant, surtout dans la période d'adolescence ou préadolescence. Donc on va prier pour ça. Éternel, mon Dieu, nous, ce cœur qui a été blessé, répare, Seigneur, ce cœur afin que ce cœur ne puisse pas blesser par la suite. Car, Seigneur, nous savons que l'opprimé de demain peut devenir l'oppresseur. L'oppressé de hier peut devenir l'oppresseur de demain. Nous prions, Seigneur, que tu puisses venir étendre ta main sur ces enfants, Seigneur, qui vont peut-être rentrer à l'école et qui sont en train de nous regarder. Nous prions, Seigneur, que tu puisses leur donner des valeurs qui sont semblables à ta parole. L'amour, le partage, la bienveillance. Nous prions véritablement aussi pour les parents. Ces parents, Seigneur, qui parfois sont occupés par la vie et qui n'ont pas forcément le temps d'observer leurs enfants. Seigneur, mets dans le cœur des parents de prendre un temps intentionnel à observer, à parler avec leurs enfants. Seigneur, mets dans les familles de la communication, mets dans les familles, Seigneur, un climat, Seigneur, où nous pouvons parler, où nous pouvons nous exprimer, afin, Seigneur, de déceler tous les pièges de l'ennemi. Nous savons aussi, Seigneur, que pendant cette période où les préadolescents, les adolescents sont en train de se former, de se connaître, le diable aussi vient et met des pensées ou par des environnements ou par des choses qu'ils regardent
pour pervertir leurs pensées, pour pervertir leurs pensées. Seigneur, toi, ton but, ce n'est pas que des personnes puissent aller jusqu'au suicide. Ton but, ce n'est pas que les personnes puissent aller vers la dépression, mais nous prions, Seigneur, que tu puisses restaurer les parents, restaurer les harceleurs, restaurer les victimes. Seigneur, fais quelque chose et agis, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ces étudiants qui vont reprendre l'année scolaire, que cette année soit une année bénie, que cette année soit une année de bons résultats, que tu puisses les accompagner pendant tout leur parcours scolaire. Seigneur, fortifie-les, fortifie leur vie étudiante, fortifie leur vie d'élève au collège, au lycée, en maternelle. Nous prions aussi, Seigneur, pour ces parents qui vont nous écouter ou pour peut-être des enseignants qui regardent cette vidéo. Seigneur, je prie que tu puisses ramener de la communication dans les écoles. Je prie que tu puisses ramener, Seigneur, de la paix dans les écoles. Et je prie, Seigneur, que tu puisses remettre, Seigneur, un climat et un esprit de paix dans les écoles. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup du coup pour ce moment de prière. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes sentis édifiés à travers du coup ce témoignage, du coup le témoignage d'Élodie, nos échanges, même pendant la prière. J'espère que ça vous a touché. Alors pour nous, c'est la fin. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter avant que... Alors, il y aura toutes les informations qui s'affichent. Si vous êtes victime d'harcèlement, n'hésitez pas à contacter, n'hésitez pas à témoigner et surtout, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé, mais pour toutes les personnes qui soient du côté de l'harcelé ou de l'harceleur, si vous êtes des témoins, vous êtes appelés à parler, vous êtes appelés à dénoncer. Ce n'est pas normal qu'une personne puisse faire du mal à l'autre. Donc, si vous voyez ne serait-ce qu'un cas qui vous semble minime, contactez peut-être votre CPE, les surveillants qui sont dans la cour, mais faites quelque chose et agissez parce que vous ne savez pas quel est l'état de la personne qui subit l'harcèlement.